Le Figaro Histoire, Alexandre le Grand. À 32 ans, il se bâtit un empire qui allait de l'Égypte jusqu'aux portes de la Chine. Entre réalité et mythe, le Figaro Histoire consacre un dossier exceptionnel au plus grand conquérant de tous les temps. Le Figaro Histoire, Alexandre le Grand, en vente chez votre marchand de journaux. Les podcasts du Figaro. Je suis né dans la ville d'Aubagne, sous le garlaban couronné de chèvres au temps des derniers chevriers. Pour moi, c'est le Molière de notre époque. Car du fond de la terre provençale, je recevais l'écho du galop de mon cœur. Marseillais et immortel, Marcel, tu exagères. Les méridionaux sont mentés. Tu me parles le cœur. Tu me parles le cœur. Alors si tu me veux pas, ou je meurs ou je deviens fou. Tais-toi, Michel, tais-toi, viens. La pomponnette. Les filles ont commencé à parler. Nous avons fait des films avec Pagnol en amis. Nous nous rencontrions, et si on avait le temps, on faisait du cinéma. J'entendis une voix sonore qui faisait rouler les airs aux échos. C'était celle de l'oncle Jules. Telle est la vie des hommes, quelques joies, très vite effacées par d'inoubliables chagrins. Il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des sagas du Figaro Histoire consacré à Marcel Pagnol. Je suis Isabelle Schmitz, directrice adjointe de la rédaction du Figaro hors-série. À l'occasion des 50 ans de la mort de l'écrivain, nous dressons le portrait de ce Provençal hors du commun et de son œuvre ensoleillée. Dans ce premier épisode, nous serons assis aux côtés du petit Marcel au premier rang d'une classe à laquelle son père fait cours. Nous nous retrouverons ensuite dans une mansarde où Pagnol et sa bande de copains fêtent la parution du premier numéro de leur revue littéraire. Enfin, nous accompagnerons le dramaturge sur les planches, alors qu'il tente de charmer par ses pièces le public parisien. Quand je serai grand, je serai millionnaire. Et vlan, Marcel reçoit une taloche. Il voulait épater son petit frère Paul, mais leur père l'a entendu. Joseph Pagnol n'est pas ennemi d'une juste ambition. Lui-même aspire en secret à devenir directeur d'école. Mais celle de son fils aîné ne lui paraît guère honnête. Millionnaire, c'est un métier ça ? Ce désir d'avoir plus d'argent que nécessaire choque sa morale civique. Joseph est fils d'un tailleur de pierre qui s'était saigné aux 4 veines pour élever ses 6 enfants. Il est sorti de l'école normale à 20 ans. Il exerce sa fonction de hussard de la République comme un sacerdoce. À la maison aussi, tout est prétexte à s'instruire, même en vacances. Marcel ne baisse pas la tête. Il affirme à son père « Je serai millionnaire en inventant des inventions. » Cette fois, Joseph sourit. Au fond, il est fier de son crapaud, comme il aime à l'appeler. À 3 ans, le pitchoun que sa mère laissait dans la classe de son mari lorsqu'elle allait au marché avait appris tout seul à lire. Un beau matin, ma mère me déposa à ma place et sortit sans me dire, pendant qu'il écrivait magnifiquement sur le tableau. La maman a puni son petit garçon qui n'était pas sage. Marcel Pagnol raconte cet épisode au début de La gloire de mon père. Tandis qu'il arrondissait un admirable point final, je criai « Non, ce n'est pas vrai !» Mon père se retourna soudain, me regarda stupéfait et s'écria « Qu'est-ce que tu dis ?» Maman ne m'a pas puni, tu n'as pas bien écrit. Il s'avança vers moi. Qui t'a dit qu'on t'avait puni ? C'est écrit. La surprise lui coupa la parole un moment. Voyons, voyons, dit-il. Est-ce que tu sais lire ? Oui. Voyons, voyons, répétait-il. Il dirigea la pointe du bambou vers le tableau noir. Eh bien, lis. Je lus la phrase à haute voix. Alors il alla prendre un abécédaire et je lus sans difficulté plusieurs pages. Je crois qu'il eut ce jour-là la plus grande joie, la plus grande fierté de sa vie. Joseph avait ameuté tout l'établissement. On s'est merveillé. Seule Augustine, sa mère, s'est affolée.
Ah, les femmes, toujours à s'inquiéter. Surtout Augustine. Elle est bien jolie avec ses longues tresses brunes, son minois d'ange et ses grands yeux admiratifs lorsqu'elle regarde Joseph, qui a tant d'instructions. Quant à ses fils, elle semble être leur grande sœur tant elle paraît jeunette. D'ailleurs, Marcel et Paul veillent sur leur mère comme si elle était en porcelaine. Quelle fierté ce fut pour Augustine lorsque Joseph a été nommé à l'école du chemin des Chartres de Marseille. Après Aubagne, où il enseignait lorsque Marcel est né, après Saint-Loup où le petit Paul est venu au monde, Marseille. Plus qu'une promotion, ce fut un bond de comète. Les étés à Marseille sont torrides. Soucieux de la santé de sa femme, Joseph a décidé en 1904 de louer une villa dans les collines, à parts égales avec l'oncle Jules. Le mari de Rose, la sœur aînée d'Augustine, n'a qu'un défaut. Il va à la messe et communie même 2 fois par mois. Si ce n'est pas malheureux au XXe siècle de croire encore de pareilles sornettes, il n'y a que la science qui vaille. La science, c'est le progrès. Et le progrès fera le bonheur de l'humanité. Quant aux curés, ils pourront aller compter les vagues à l'Estac avec leur vallée de larmes. À la treille, les garçons étant toujours occupés à débusquer des insectes, Joseph leur recommande de bien les observer. C'est de l'entomologie, leur dit-il. Paul ouvre la bouche. Marcel, lui, s'empresse d'aller inscrire ce nouveau terme dans son carnet de notes. Il fait collection de mots. Il aime en particulier grenade, vermoulu et surtout manivelle, qui rime avec elle. D'ailleurs, lorsqu'il le prononce, il a l'impression de s'envoler. Comme Marcel a hâte de partir à la Bastide-Neuve, la maison provençale où il passe ses étés. Là-bas, il peut plus facilement échapper aux sempiternelles dictées de son père. Tandis que Joseph sommeille à l'ombre après le déjeuner, Marcel et son frère s'esquivent pour jouer aux Indiens, organiser des combats de mantes religieuses, mettre le feu à une fourmilière, livrer une sauterelle à de grosses araignées ou encore attraper des lézards par la queue. C'est drôle, elle vous reste dans la main. Une période bénie qu'il racontera des décennies plus tard dans La gloire de mon père. Nos jeux furent d'abord la chasse aux cigales qui suçaient en chantant la sève des amandiers. Les premières nous échappèrent, mais nous fûmes bientôt d'une adresse si efficace que nous revenions à la maison entourés d'un halo de musique, car nous en remportions des douzaines qui continuaient à grésiller dans nos poches tressautantes. Il y eut ensuite la capture des papillons, des sphinx à 2 queues et aux grandes ailes bordées de bleu, qui laissait sur mes doigts une poudre d'argent. Pendant plusieurs jours, nous jetâmes des chrétiens au lion, c'est-à-dire que nous lancions des poignées de petites sauterelles dans la toile endiamantée des grandes araignées de velours noir, striées de raies jaunes. Elles les habillaient de soie en quelques secondes, perçaient délicatement un trou dans la tête de la victime et la suçaient longuement avec un plaisir de gourmet. Ces jeux enfantins étaient entrecoupés par des orgies de gomme d'amandier, une gomme rousse comme du miel, friandise sucrée et merveilleusement gluante, mais fortement déconseillée par l'oncle Jules, qui prétendait que cette gomme finirait par nous coller les boyaux. Nous étions des Indiens, des fils de la forêt, chasseurs de bisons, tueurs de grizzlies, étrangleurs de serpents-bois et scalpeurs de visages pâles. Ma mère accepta de coudre, sans savoir pourquoi, un vieux tapis de table à une couverture trouée, et nous dressâmes notre wigwam dans le coin le plus sauvage du jardin. J'avais un arc véritable, venu tout droit du Nouveau Monde en passant par la boutique du brocanteur. Je fabriquais des flèches avec des roseaux et, caché dans les broussailles, je les tirais férocement contre la porte des cabinets, constituée par une sorte de guérite au bout de l'allée. Puis je volais le couteau pointu dans le tiroir de la cuisine, et je le tenais par la lame, entre le pouce et l'index, à la manière des Indiens Comanches. Je le lançais alors de toutes mes forces contre le tronc d'un pin, tandis que Paul émettait un sifflement aigu qui en faisait une arme redoutable. Le soir, après le dîner, ils n'ont plus que la force de grimper l'escalier à 4 pattes jusqu'à leur chambre où ils s'effondrent sur le lit, ivres de liberté. Marcel se promet toujours de se lever aux aurores pour que la journée soit plus longue, mais il n'y parvient jamais. Et lorsque le soleil le réveille, il grommelle tout en se précipitant dehors. Face à la garrigue, au pic du Tahoumé et à la tête rouge, il éclate de rire.
puis ferme les yeux pour mieux réinventer les paysages. À l'école primaire, Marcel n'est pas l'enfant le plus populaire. Il souffre d'être le fils du maître, celui auquel on ne peut pas confier un secret et dont les bons résultats scolaires sont suspects. Le jeune garçon entre au lycée Thiers dès la 6e. Il y découvre son pouvoir de séduction et il n'hésite pas à en abuser. Quel bonheur de devenir le meneur de jeu des récréations. En classe, Marcel ne fait plus d'étincelles. Il a même dû, aux grandes dames de son père, redoubler sa 4e. Mais l'année suivante, l'adolescent s'est réveillé. Depuis, il dévore tous les livres qui lui tombent sous la main. Et il écrit des poèmes, des nouvelles. Son rêve serait de composer une tragédie. Elle aurait autant de succès que le Cyrano d'Edmond Rostand. « 10 février 1914. Marcel n'a pas encore 20 ans. Avec ses amis, ils fêtent dans leur mansarde la parution du premier numéro de Fortunio. C'est Marcel, étudiant en Cagne, qui a trouvé le titre de la revue, à cause de Musset. Au milieu des rires, quelqu'un a proposé d'en informer les nonnes. Aussitôt, les jeunes gens se hissent sur le toit de l'immeuble et font des grands gestes en direction du couvent qui est juste en face. Maigre comme un chat de gouttière, Marcel n'est pas le moins agité, mais les religieuses détournent la tête. Tout Marseille va s'arracher leur revue littéraire. Du moins, c'est ce que Marcel ne cesse de répéter à sa bande de copains qui ne demandent qu'à le croire. En attendant l'heure de gloire, Marcel réussit à se faire publier dans une revue nommée Massilia. Grâce à elle, il a reçu la carte verte des critiques de théâtre, lui donnant accès à toutes les salles de spectacle gratuitement. Quel régal! Fortunio, pour Marcel, est un pas de plus vers la réussite. Mais le premier numéro ne se vend guère. Le deuxième non plus. Au 4e, l'imprimeur refuse de faire plus longtemps crédit. Marcel en est certes déçu, mais pas autant qu'on aurait pu le croire, parce qu'il est amoureux, pour de vrai. Simone Collin est une brune aux yeux verts. Dans les calanques où il se cache, Simone n'a pas tardé à prouver à Marcel qu'elle partage sa flamme. La tête dans les nuages, il n'a pas été trop perturbé par la déclaration de guerre le 3 août 1914. Tout le monde dit à Marseille que la guerre sera courte. Et de toute façon, Marcel est encore trop jeune pour être mobilisé. En revanche, quand Joseph Pagnol a appris que Marcel fréquentait Simone, une violente scène s'en est suivie. Depuis la mort d'Augustine en 1910, peu de temps après la naissance du cadet de la famille, René, les relations entre le père et le fils se sont beaucoup dégradées. Surtout quand Joseph s'est remarié 2 ans plus tard. Anéanti par le décès de sa mère, Marcel n'a pas pardonné ce qu'il considère comme une trahison. Joseph fulmine. Marcel n'en démord pas. Puisque son père refuse de donner son consentement au mariage, il patientera jusqu'à sa majorité. Et en attendant, il va offrir à Simone une bague de fiançailles. Ses amis les plus fortunés lui prêtent l'argent nécessaire. Pour les rembourser, il écrira une pièce, un drame patriotique en 3 actes et en vers. Mais les nouvelles du front sont désastreuses. Et bientôt, la mobilisation touche la classe de Marcel. Le 17 décembre, il est appelé à rejoindre le 163e régiment d'infanterie stationné à Nice. Affecté à la garde d'un magasin où il doit entretenir quelques 300 lampes à pétrole, il tombe malade. Hospitalisé, il est provisoirement réformé. Il le sera 3 fois de suite jusqu'à la fin du conflit. Comme on manque d'enseignants, Marcel obtient un poste de répétiteur stagiaire à Tarascon. Il s'inscrit également à la faculté de Montpellier pour passer sa licence de lettres. Le 2 mars 1916, Marcel et Simone se marient, à quelques jours seulement de l'anniversaire de Marcel. Il vient d'avoir 21 ans. Dans les rues de Tarascon, les femmes dévisagent le jeune enseignant avec désapprobation. Elles le considèrent comme un planqué. Mais au collège, ses élèves l'adorent. Marcel n'est pas un maître comme les autres. Il raconte des histoires, fait rire la classe
Et puis, il a proposé de construire une embarcation révolutionnaire. Il n'y a pas de pétard, les enfants. Le Zé va faire notre fortune. « 9 mars 1929. En une seule soirée, Marcel a tout oublié. La galère, lorsqu'il est arrivé il y a 6 ans à Paris. L'hôtel minable dans lequel il a vécu avec Simone. L'inexorable dépérissement de leur amour. Les démarches infructueuses pour faire jouer son drame sur Catulle. L'échec de sa pièce « Les Marchands de gloire » qui n'a été joué que durant 13 représentations. Le demi-succès de ses autres pièces, Un direct au cœur et de jazz, qui lui a tout de même permis, grâce aux droits d'auteur, d'abandonner l'enseignement pour ne se consacrer qu'au théâtre. Séparé de Simone, amoureux d'Oran de Mazis, Marcel a loué un 28 mètres carrés boulevard Murat dans le 16e arrondissement et s'est mis à l'ouvrage. Il a écrit 2 pièces en même temps. L'une, La Belle et la Bête, raconte l'histoire d'un pion. L'autre, Marius, se situe dans le vieux port de Marseille. Lorsqu'il a terminé, Marcel, tel un petit facteur, s'en est allé distribuer plusieurs exemplaires de La Belle et la Bête, qui entre-temps a été rebaptisé Topaz. Quant à Marius, il l'a rangé dans un tiroir. C'est une galéjade, et Marcel veut être pris au sérieux. Comme l'attente a été longue. Plusieurs directeurs de théâtre se sont montrés intéressés, mais ils tergiversaient et Marcel pâlissait. Jusqu'au jour où il a été appelé par André-Antoine, le grand Antoine. Topaz, lui a-t-il dit, doit être joué chez Max Moret au Théâtre des Variétés. Moret ne s'est pas montré très enthousiaste, mais Antoine a tenu bon. Et le 9 octobre 1928, à l'issue de la première, Marcel savoure son triomphe. Topaz est toujours à l'affiche lorsqu'une nouvelle béatitude lui tombe dessus. Les Volterra, qui possèdent le Marigny et le Théâtre de Paris, se réveillent. Ils avaient pris une option sur Marius, mais Marcel n'avait plus eu de nouvelles. Convoqué rue Blanche, il y arrive tout auréolé de sa nouvelle gloire. Simone Volterra a même quelque mal à reconnaître le petit enseignant de Condorcet dans ce beau jeune homme qui discute de la distribution d'égal à égal avec son mari Léon. Marcel veut que tous les comédiens aient l'accent de Marseille. Il insiste pour qu'Oran de Mazis joue Fanny, Pierre Blanchard Marius, et que Jules-Auguste Murer, dit Rému, interprète Panis. Volterra secoue la tête. Jules est un très grand acteur, mais il est aussi le roi des emmerdeurs. Natif de Toulon, où il a été comique troupier, Rému est remarqué à Paris par Lucien Guitry. Il a quitté le music-hall pour le théâtre et il remporte des succès. Mais il n'a jamais encore tenu l'affiche. Marcel est convaincu que Panis va lui en donner l'occasion. Rendez-vous est pris chez Tintin, un restaurant marseillais où Jules a ses habitudes. Ce dernier annonce qu'il veut le rôle de César. Pagnol et Volterra auront beau lui dire que le père de Marius est un personnage secondaire, il n'en démord pas. Le personnage important, c'est celui chez qui ça se passe. Et ça se passe chez César. Jules a peut-être quitté l'école à 13 ans, mais en matière de comédie, il sait comment faire rire et qui tirera la couverture à soi. Panis peut émouvoir. N'empêche, la vraie vedette, c'est César. Tenez, monsieur Bois, surveillez Scartefig, moi je surveille César. Ça lui colle à la peau. Isabelle Noin-Rému, petite fille du comédien, lors de l'ouverture du musée Rému en 2014. Pagnol était un auteur remarquable, mais il a laissé quand même la mise en scène à Rému et il se complétait merveilleusement bien. D'ailleurs, Pagnol l'a dit, une rencontre comme la nôtre, il y en a une par siècle. La création de Marius a lieu le 9 mars 1929. Si Topaz a été un succès, Marius déclenche un raz-de-marée. Du jour au lendemain, Pagnol est devenu la coqueluche de Paris. Marcel ne boude pas son plaisir. Seul Oran fait la moue. Ses amis du cartel, comme Gaston Batty ou Charles Dulin, n'ont que mépris pour ce qu'ils appellent le théâtre commercial. Pagnol l'a choisi, il n'est plus des leurs. Tenez, monsieur Bois, surveillez Scartefig, moi je surveille César. Comment, tu me surveilles comme si j'étais un tricheur? Tu me fais ça à moi, un camarade d'enfance à toi? Merci. L'un des plus célèbres extraits de la pièce. Je te fais de la peine. Non, tu me fais plaisir, tu me surveilles comme si j'étais un scélérat, un bandit de grand chemin, je te remercie. Tu me fends le cœur, hein? Oh, allons, César. Pas de César, tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Oh! Et alors? Ah, alors ne jouons plus, non? Qu'est-ce qu'on fait? À moi, il me fend le cœur. À toi, il te fait rire. À toi, il te fait rire, alors. Oh, très bien. D'accord.
Merci d'avoir écouté ce volet des sagas du Figaro Histoire consacré à Marcel Pagnol. Dans le prochain épisode, nous suivrons les épopées cinématographiques de l'écrivain devenu scénariste, producteur et bientôt réalisateur. Nous nous rendrons ensuite au château de la Busine, décor du château de ma mère. Enfin, nous serons de retour dans la capitale où une foule noircit le pont des Arts alors que Pagnol est élu à l'Académie française. Cet épisode a été adapté d'après un texte d'Irina de Chikov pour le Figaro hors-série. Il a été réalisé par Astrid Landon avec les voix de Maglone Tremet, Louis Chabin, Arthur Berda, Briac Chaboch et Noé Follet. À la production, Aude Cérès et Salomé Boulet. Prise de son, Louis Chabin. Le Figaro hors-série Pagnol est disponible en kiosque et sur Figaro Store. Vous pouvez retrouver les sagas du Figaro Histoire sur le site du Figaro, rubrique podcast, et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite.